Présenter le cours des arboviroses. Bon, pour le plan de cours, l'introduction, puis généralité surtout des arboviroses. Puis je vais détailler les trois syndromes, syndrome algo-éruptif, syndrome hémorragique, syndrome encéphalétique, puis le diagnostic, le traitement et la prévention. En commençant par l'introduction. Donc, les arboviroses, ce sont des virus transmis par des arthropodes. C'est-à-dire, le vecteur, c'est arbovirose, c'est-à-dire arthropode borne virus. C'est-à-dire, le virus nid dans les arthropodes. Bon, on a environ 500 arboviroses. Donc, les arboviroses prennent le nom de la région où la découverte. Par exemple, Zika, c'est dans la forêt de Zika. Toscana, c'est une ville en Italie. Ishika, c'est une ville en Afrique, etc. On a trois tableaux, soit syndrome algo-éruptif, soit syndrome hémorragique, soit les encéphalites. Les arthropodes sont soit des moustiques, soit tiques, soit soit phlébothomes. C'est l'homme est contaminé accidentellement, donc il n'entre pas dans le cycle, sauf dans le cas de la dengue, Zika et chikungunya. La prévention, c'est la lutte contre le vecteur, donc protection contre la piqûre, et aussi la vaccination, surtout dans la fièvre jaune, la dengue, encéphalite japonaise et encéphalite européen attique. On passe à la généralité. Donc, l'épidémio, le réservoir sont les arthropodes. Arthro, c'est-à-dire articulation, pod, c'est-à-dire pied. Donc, les arthropodes, ils ont des articulations, les pieds articulés, le corps segmenté. Donc, la femelle qui est hématophage, donc ils sont soit des tiques, soit moustiques, soit phlébothomes. Donc, les arboviroses sont des maladies des oiseaux et infectent l'homme et le cheval. Il n'y a pas de transmission interhumaine, sauf dans le cas de Zika, où on a la transmission sexuelle. On a aussi quelques arboviroses potentielles pathogènes pour l'homme, comme West Nile, encéphalite attique et les encéphalite européen attique. Bon. Parfois, les arboviroses responsables de épizootie, c'est-à-dire épidémie chez les animaux. Physiologiquement, donc, après la piqûre, on a une multiplication, on va y avoir un chancre d'inoculation, nécrose, puis multiplication au niveau de le système endothélial, puis atteindre l'organe cible, tel que par exemple le West Nile, il va atteindre le méningoencéphale, fièvre de vallée de Rift, il va atteindre la rétine. Bon, pour la clinique, c'est la clinique type de iceberg, c'est-à-dire souvent en forme asymptomatique, bien 90% manifesté par un syndrome grippal. Donc, on a trois types de la clinique, algo-éruptive, hémorragique et encéphalétique. Parfois, ils ont superposé de nombreuses arboviroses, telles que la fièvre de vallée de Rift. Le diagnostic basé sur la sérologie et la PCR. Donc, en passant au syndrome algo-éruptif, qui est dû à Aedes. Aedes caractérisé par piqûre ou bien activité diurne. Donc, en commençant par la dengue. La dengue, c'est une maladie à déclaration obligatoire. Elle est due à un virus appartient de la famille de Falciparum. C'est un virus ARN. On a 4 types de virus, D1, D3 et D4, sans immunité croisée. On trouve la dengue en Malaisie,
Donc, elle transmet par Aedes aegypti sous la Aedes apopticus, caractérisée par activité diurne. Donc, la pathologie émergente, la deuxième cause tropicale en zone d'endémie après le palais, actuellement en extension géographique et atteint les zones semi-tropicales. On a deux formes classiques et la forme grave. La forme classique est généralement bénigne, caractérisée par fièvre de 7 jours, myalgie, exanthème, syndrome algique et syndrome éruptif ressemble à la rougeole, guérit spontanément en une semaine. Les formes graves donnent un choc à partir du 4e, 5e jour, des hémorragies, des pétichés, des purpura vasculaires, euh, parfois forme hépatique et encéphalétique, c'est possible. Biologiquement, on trouve leucopénie, cytolyse et thrombopénie. On passe à chikungunya. Donc, la chikungunya est due à alphavirus de famille Togavirus, transmis par Aedes, concerner toutes les zones tropicales. Donc, comprend 3 stades. Le stade aigu entre G0 et G21, caractérisé par fièvre de courte durée, un exanthème maculeux, semble à la dengue, parfois douleur articulaire, surtout au niveau des extrémités. Puis la stade post-aiguë entre G21 jusqu'à G90 se caractérise par douleur articulaire chronique avec tinosynovite et œdème récidivant parfois invalidant et persistant. Puis la phase chronique, c'est-à-dire au-delà de 3 mois, caractérisée par rhumatisme chronique. Parfois, on va avoir des complications graves telles que l'encéphalite et les hépatites. Puis on passe à la Zika, donc en Brésil, ils ont remarqué qu'il y a beaucoup des enfants nés avec des microcéphalées. Et ils ont remarqué aussi qu'il y a beaucoup de cas de Guillain-Barré. Donc à la suite de cette remarque, ils ont découvert le virus de Zika. C'est un virus alphavirus de famille Falvavirus. Donc, la transmission, on a 4 types ou bien 4 modes de transmission, soit par piqûre de moustique Aedes, soit interhémastase, c'est-à-dire par voie sexuelle. Donc, ce fait dans les excrétions prolongées de virus dans les urines, le sperme et sécrétions génitales. Persiste chez la femme jusqu'à 8 semaines et chez l'homme 6 mois. La transmission aussi materno-fœtale peut faire à tous les stades de la grossesse, provoquer une embryophotopathie, surtout dans le premier trimestre, et la transmission sanguine possible. Donc, identifié en Afrique et en Afrique et en Asie aussi. L'incubation entre 3 et 12 jours. La forme symptomatique 50%, elle donne un syndrome de dengue-like, c'est-à-dire des arthralgies, œdème, des éruptions maculopapulaires ressemblent à la rougeole, douleurs rétro-orbitaires, des céphalées, etc. Donc, ce qui fait, elle est très ressemble dans la clinique à la dengue et la chikungunya. Ce qui fait la différence entre la dengue et chikungunya, c'est la conjonctivite. C'est un signe clinique le plus distinctif par rapport à la dengue et la chikungunya. Donc, les formes graves exceptionnelles, la gravité liée à l'atropisme neurologique du virus, principalement dans des syndromes de Guillain-Barré, complications neurologiques telles que l'encéphalite, les myélites, les méningites. La transmission congénitale est associée à un risque de complications fœtales. Donc, l'atteinte congénitale est neurologique et ophtalmologique. Donc, la forme la plus grave, c'est la Zika congénitale qui est associée à anomalies crâniennes, cérébrales et ophtalmiques avec des risques de séquelles cognitives, motrices et sensorielles, nécessite la poursuite de la surveillance jusqu'à l'âge de 6 ans chez les enfants à une mère infectée par le Zika durant la grossesse. On passe au syndrome hémorragique. On a soit la fièvre jaune, soit la fièvre hémorragique criminelle du Congo. En commençant par la fièvre jaune, donc trouvée surtout en Afrique, elle est évitable par la vaccination qui est protégée
10 ans et actuellement ils disent que la vaccination protégeait toute la vie. Donc c'est un virus, c'est le virus de Amaril falcivirus transmis par Aedes aegypti, euh, à partir d'un réservoir animal souvent présenté par les singes. Donc toujours présent malgré la vaccination. La fièvre jaune survivait sous forme des épidémies. La clinique associée à une hépatonéphrite aiguë grave, tableau parfois de hépatite fulminante, parfois syndrome hémorragique et encéphalytique aussi. Donc, cliniquement, on a classiquement clinique de biphasie, phase rouge et phase jaune. La phase rouge congestive, pardon, fébrile dans les 3 premiers jours, caractérisée par un masque de marine comme les Indiens. Puis la phase jaune vient la phase critique, caractérisée par ictère, des vomissements, hématémèse et parfois hémorragie. La convalescence peut être prolongée. Pour la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, donc transmise par actuellement trouvée en Maroc, transmise par tic, donc reste endémique épidémique dans certaines régions d'Europe centrale, Pakistan et l'Afrique. C'est la seule arbovirose hémorragique dotée d'un potentiel de transmission au personnel soignant. On passe au syndrome encéphalytique en commençant par West Nile, donc en Algérie en 1994, entraîne une épidémie à Timimone. Puis en 2017, trouvé des cas des immigrés à Gigel qui ont West Nile sont des Français qui ont fait de méningite et à son retour en France, ils ont testé West Nile, puis après cet événement, ils ont déclaré l'alerte en Algérie de West Nile. D'ailleurs, en Batna, on a eu 4 cas d'origine barica. Donc, West Nile sont dus à falcivirus transmis par un moustique culex, ou bien ce qu'on appelle le moustique tigre, caractérisé par activité nocturne. Ce virus circule dans les oiseaux et les chevaux. Les oiseaux constituent un amplificateur et disperseur de virus qui entraîne une épizootie chez les oiseaux qui est mort. L'homme atteint accidentellement. Donc 80% asymptomatique, 20% syndrome grippal, se manifestait aussi par encéphalite qui touche les noyaux gris centraux et manifesté par syndrome extrapyramidal ou bien ce qu'on appelle le Parkinson-like, avec parfois forme de paralysie flasque. Donc il n'y a pas de traitement, il se vend mortel. On passe aux encéphalite japonaise due à falcivirus transmis par Culex, sévit dans les zones rurales, surtout les îles verts du port, ce qui constitue le réservoir du virus. La forme symptomatique grave, donc il est évitable par la vaccination. On passe à l'myégo-encéphalite saisonnière européenne attique. Donc la tick-borne encéphalitis due à falcivirus sévit en Alsace. Donc l'homme se contamine en printemps et en automne par piqûre de tic au cours de l'activité de forêt. Après un syndrome grippal plus ou moins sévère, les patients présentent une méningite ou bien méningo-encéphalite. Létalité de 12% des cas, laissant des paralysés séquelaires. Maintenant, on passe à la fièvre de vallée de Rift, qui peut manifester parfois un syndrome algo-éruptif ou bien encéphalytique ou bien syndrome hémorragique. Donc, superposons les 3 syndromes. Donc, c'est une maladie du bétail, entraîne des avortements chez les bétails, transmis par moustiques.
Donc, trouvés en Mauritanie, Niger et Mali. On a trois signes, forme éruptive caractérisée par fièvre, éruption et syndrome hémorragique. On a la forme encéphalétique et on a la tête oculaire caractérisée par une cécité. Donc l'homme se contaminait accidentellement. Donc cette fièvre trouvée sur tous les bouchées, contaminée par inhalation ou bien par consommation de lait non pasteurisé, bien de manipulation des produits de mise bas. On a d'autres arbovirus tels que Toscana-virus transmis par phlébotome asymptomatique ou bien dans des méningites guéries spontanément trouvées chez les chiens. On a aussi le Usuta dans l'Afrique centrale. Elle contaminait les oiseaux, mais elle est partout, même en Algérie. Bon, le diagnostic. Le diagnostic, on a des arguments d'orientation tels que la leuconotropénie, les lymphocytoses, cytolyse hépatique, thrombopénie dans la dengue, l'hémorragie, l'hémostase, etc. Argument virologique, donc isolement du virus dans le sang, dans le SIR, dans les 2 à 3 premiers jours de la maladie, car la virémie est brève. Puis on peut utiliser la sérologie. On peut utiliser aussi l'antigène NSA du virus de dengue dans le sang, peut permettre de diagnostic précoce pendant la phase virémique. Donc, les virus peuvent être détectés dans le sperme, les urines, après la guérison clinique au cours de Zika et au cours aussi de fièvre de vallée de Rift. Le traitement symptomatique dans le fièvre hémorragique criminelle du Congo, on utilise l'aspirine et les ANS. Dans la phase post-IG, c'est-à-dire après 6 semaines, et la phase chronique du chikungunya, on peut utiliser les ANS. C'est échec, on utilise du corticothérapie. La prévention, c'est lutte antivectorielle, aussi déclaration pour dengue, Zika et chikungunya. La déclaration est obligatoire et informer la population concernée dans les zones à risque. Pour la vaccination concernait la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, la dengue aussi et les encéphalites européens attiques. Donc, on a 4 vaccins, fièvre jaune, la dengue, encéphalite japonaise et l'encéphalite européen attique. Et merci et bon courage.